Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. Commémoration ce vendredi 5 décembre à travers le monde pour rendre hommage à Nelson Mandela. Le premier président noir sud-africain est mort le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Dans son pays, les habitants sont invités à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs prochains, pour magnifier les 67 ans de lutte qui a mené l'homme. En Centrafrique, voilà exactement un an que la force Sangaris a été déployée pour stabiliser un pays en proie à des violences communautaires. Quel bilan dressé après cette première année d'intervention? La réponse dans ce journal. De nombreuses commémorations sont organisées ce vendredi 5 décembre à travers le monde pour rendre hommage à l'ancien président Nelson Mandela. Tous les Sud-Africains sont invités à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs prochains. Aminata Mariko. Le monde entier célèbre ce 5 décembre le premier anniversaire de la mort de l'icône anti-apartheid. Tous les Sud-Africains ont été invités à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs prochains. 6 minutes et 7 secondes à 9h56 minutes TU symbolisent les 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid et père de la démocratie sud-africaine, emprisonné 27 ans dans les geôles du régime raciste de la minorité blanche. Les célébrations de ce premier anniversaire ont débuté à l'aube en Afrique du Sud par des prières et incantations sur une colline de Pretoria dédiée aux combattants de la liberté et de la lutte anti-apartheid. Également, une pluie de bonnes actions a été organisée à travers le monde. La mort de l'ex-prisonnier de Robben Island a mis à nu la profondeur de la crise que traverse le pays et l'ANC, selon certains observateurs. L'ancien président d'Afrique du Sud aura pleinement utilisé également le sport comme vecteur d'unité dans un pays longtemps divisé par le système ségrégationniste d'apartheid. Que ce soit lors de la Coupe du monde de rugby en 1995 avec la victoire des Springboks ou lors du sacre des Bafana Bafana lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1996. Sans oublier le Mondial 2010 de foot dont il aura été une icône plus discrète. Né en 1918, Nelson Mandela ou Madiba de son nom de clan, premier président noir de son pays et apôtre de la réconciliation raciale après 3 siècles de domination blanche, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays. Il y a un an, la France déployait une mission pour rétablir la paix en Centrafrique. Son nom, Opération Sangaris. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, tout au moins à Bangui, la capitale, et dans certaines régions du pays. Mais il reste beaucoup à faire. Lorsque les soldats français de la force Sangaris se déploient dans les rues de Bangui en décembre 2013, la ville est à feu et à sang. Les ex-rebelles Seleka, majorité musulmane, et les milices anti-Balaka se massacrent à coups de machettes, de kalachnikov et de grenades. Lors de l'intervention au mois de décembre, tout le monde, y compris les médias, il faut bien le dire, disait dans 1 mois, dans 2 mois, etc. On n'est pas du tout sur cette longueur. Des années. Donc nous sommes au bout de la première année, plus de massacre. Jugez vous-même, est-ce que nous y sommes arrivés? Je crois. À leur arrivée, l'armée française et les forces de l'Union africaine font cantonner les ex-rebelles Seleka. Puis au mois de janvier, Michel Djotodia, le président musulman qui a pris le pouvoir grâce à la rébellion, est poussé à la démission et un gouvernement de transition est mis en place. Bangui, quadrillé par les forces internationales, se stabilise peu à peu. Il ne faut pas se leurrer, la stabilité est aussi là parce que les musulmans sont partis en grand nombre. Donc la paix ne sera vraiment revenue dans ce pays, non seulement quand il y aura eu des élections et un gouvernement stable, mais aussi lorsque le tissu économique aura pu se remettre en place. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, dirigé depuis toujours par l'inamovible Robert Mugabe, poursuit son congrès ce week-end. Le président, âgé de 90 ans, va rester en place sauf coup de théâtre.
Robert Mugabe, 90 ans, est arrivé sur scène accompagné de sa femme Grace, 49 ans. Devant des milliers de membres de son parti, le ZANU-PF, il s'en est pris à la vice-présidente, Joyce Mujuru. Certains d'entre nous n'ont pas été à la hauteur. Ils vous ont déçus. Nous pensions travailler ensemble et en réalité, ils avaient leur propre projet. Mugabe devrait sans surprise être réélu à la tête de son parti cette semaine. Joyce Mujuru a longtemps été la favorite pour lui succéder, mais depuis 3 mois, les médias d'État l'accusent de corruption et de complot en vue d'assassiner Mugabe. Du coup, c'est le ministre de la Justice, Emmerson Mnangagwa, qui est désormais le mieux placé pour être son dauphin. Dans les années 60 et 70, il a participé à la lutte pour l'indépendance contre le Royaume-Uni. Après l'arrivée au pouvoir de Mugabe en 1980, il dirige une campagne de répression contre l'opposition qui fera des milliers de morts. D'après les analystes, une autre personnalité va émerger lors de ce congrès. On s'attend à ce que cette semaine, Grace Mugabe soit nommée à la tête de la Ligue des femmes du parti. Elle devrait aussi être nommée au bureau politique du parti. Elle serait ainsi propulsée sur le devant de la scène politique. Une rue de la capitale vient d'être baptisée Grace Mugabe. Cette ancienne dactylo rêve de succéder à son mari un jour. La tâche sera ardue car contrairement au cacique du parti, elle n'a pas participé à la lutte armée pour l'indépendance du Zimbabwe. En France, le président François Hollande a reçu hier son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au menu de l'entretien, la transition au burkinabé, la présidentielle ivoirienne prévue en 2015, la lutte contre Ebola et également la coopération financière avec le contrat de désendettement et de développement. Le président François Hollande qui a annoncé le financement de près d'1 milliard d'euros des projets de développement. On l'écoute. Nous avons parlé de plusieurs sujets. D'abord, de ce développement de la Côte d'Ivoire que nous voulons encourager, que nous voulons appuyer. Et c'est tout le sens du contrat désendettement-développement qui est assez exemplaire lui aussi, ce qu'on appelle le C2D. Et nous nous sommes mis d'accord sur le montant d'une deuxième tranche, plus d'1 milliard d'euros, et qui portera sur des secteurs prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Et pour la France, éducation, santé, développement urbain et infrastructures de transport, tout en poursuivant une coopération en matière de justice qui a été demandée également par la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un processus aussi d'annulation de dette parce que nous voulons montrer qu'il y a cette volonté, chaque fois que nous pouvons, faire des conversions en faveur de l'investissement. Nous avons également beaucoup d'entreprises qui sont présentes en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entreprises françaises, et je demande vraiment qu'elles puissent être conscientes que c'est servir la croissance de la Côte d'Ivoire et servir la croissance de la France que d'y investir. La campagne de l'ONU pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes se poursuit au Mali. Hier, la cérémonie de lancement officiel de la campagne He for She a eu lieu à Bamako, une activité qui vise à montrer l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes au Mali. Dja Kadija Tangara et Sekou Doumbia. Encourager les hommes à prendre publiquement la parole en faveur des femmes, c'est l'objectif de cette campagne dénommée He for She. L'inégalité homme-femme ne devrait donc pas être combattue seulement par les femmes. Des hommes qui ne sont pas auteurs et qui ne sont même pas victimes de l'inégalité homme-femme devraient aussi se lever et dire non à l'inégalité, à l'exclusion, à la discrimination, aux violences faites aux femmes. Hommes et femmes du Mali, cette campagne est la nôtre. Nos mentalités doivent changer pour faire de l'égalité des sexes une réalité pour tous. Et chacun de nous doit faire une tache d'huile autour de lui pour convaincre les plus conservateurs à accepter le changement. Les jeunes garçons s'engagent également à défendre les droits des femmes.
Les femmes ont beaucoup de valeur dans notre vie, parce que sans femmes, notre société ne pourra même pas exister. Je pense que cette cérémonie a été très bien organisée et que ce que les dirigeants ont dit, c'était très correct. La femme, c'est comme de l'eau. On doit prendre la femme au précieux, comme une chose précieuse. Donc on ne doit pas traiter la femme d'une manière à ce que ça puisse l'une à sa personnalité. Chaque homme, qui que tu sois, président, ministre, tu viens des femmes, tu as été arrêté par les femmes. Cette cérémonie d'engagement des hommes à défendre l'égalité des sexes a été saluée par le gouvernement du Mali. Le gouvernement, le chef de l'État en personne tient à cette promotion de la femme. Il est tout rassuré qu'il y a autant de valeurs femmes que de valeurs hommes. Autant. Et il nous instruit dans toutes les nominations qu'il y ait une présence féminine dans la liste des personnes à nommer au Conseil des ministres. Et donc c'est une exigence et il y tient. Je voudrais redire ici notre engagement aux côtés des femmes pour les soutenir dans ce combat, puisque c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui fait vivre et c'est la femme qui entretient la vie. Donc toute la vie repose sur la femme. He for She, ou lui et elle, a été également l'occasion pour ONU Femmes de décorer de nombreuses personnalités d'hommes pour leur engagement en faveur des femmes. Notons que cette campagne He for She est la troisième phase des 16 jours d'activisme de ONU Femmes contre la violence faite aux femmes, qui a débuté le 25 novembre et qui prendra fin le 10 décembre prochain. Pas de justice, pas de paix. La vie des Noirs compte pour la deuxième soirée consécutive. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à New York. Nouveau cri de colère suite à cette décision d'un grand jury de ne pas poursuivre un policier impliqué dans la mort d'un père de famille noir. Devant le quartier général de la police à New York, les manifestants réclament justice pour Eric Garner. Plus largement, ils dénoncent les discriminations et la justice à deux vitesses. Nous sommes fatigués du racisme constant dans notre système judiciaire. Nous sommes fatigués d'être traités comme des citoyens de seconde classe. Nous sommes fatigués que nos frères et nos sœurs soient maltraités et assassinés par ceux chargés de l'application de la loi. À Washington, les manifestants se sont retrouvés devant le Capitole. Ils ont bloqué plusieurs routes de la capitale. Le 17 juillet dernier, Eric Garner, soupçonné de vente illégale de cigarettes, est décédé après une interpellation musclée par la police. La décision du grand jury de New York de ne pas inculper le policier cristallise les tensions raciales dans le pays 10 jours seulement après la relaxe du policier responsable de la mort de Michael Brown. Vous ne pouvez pas vous battre contre des balles avec des briques. L'inaction injustifiée du grand jury de New York, ainsi que la manipulation du grand jury du comté de Saint-Louis par son procureur, montrent clairement que le système judiciaire américain est en crise. Les autorités américaines redoutent de nouvelles émeutes. La police a procédé à des interpellations cette nuit à New York. Pas de quoi décourager les manifestants qui ont déjà prévu de redescendre dans les rues ce week-end. Qui sera le meilleur joueur africain de l'année 2014? La Confédération africaine de football a dévoilé le 1er décembre dernier les noms des 5 finalistes pour cette année. Ce sont Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, Vincent Enyama du Nigeria, Asamoah Gyan du Ghana, Ahmed Moussa du Nigeria et Yaya Touré de la Côte d'Ivoire. Le vainqueur sera proclamé le 8 janvier prochain à Lagos au Nigeria. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.